Bonsoir à toutes et tous. Je vais prendre la parole très brièvement pour vous remercier d'être présents et présentes ce soir, vous dire à quel point je suis content du succès de ce cycle Marc Bloch qu'on a démarré avec une réflexion sur l'interdisciplinarité. Et comme je l'ai dit dans le petit fascicule que vous avez entre les mains, on parle beaucoup d'interdisciplinarité, c'est un slogan très à la mode. À l'EHESS, on réfléchit beaucoup à la manière dont théoriquement et pratiquement on peut faire vivre l'interdisciplinarité. Et c'est la raison pour laquelle, mais je vais lui laisser la parole dans un instant, j'étais très heureux que Grégory Chambon accepte de participer à ce cycle, parce qu'il va vous proposer de manière très concrète, très pratique, une véritable expérience d'interdisciplinarité, des représentants de disciplines qui ont décidé de travailler ensemble autour d'un objet commun, des huiles et des hommes, et qui venaient de traditions à la fois nationales, peut-être tu en diras sans doute un mot, différentes, de traditions disciplinaires différentes, et qui ont décidé de travailler autour du même objet. Et je trouve que c'est le mieux qu'on peut offrir à l'EHESS, de théoriser l'interdisciplinarité, mais de la mettre en pratique. Donc un immense merci à Grégory d'être là, et un grand merci à vous pour votre présence également. Je laisse la parole à Grégory. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romain. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je tiens à remercier justement la présidence et son équipe pour leur invitation à participer à ce cycle Marc Bloch. Je tiens également à remercier les organisateurs du cycle Marc Bloch qui sont ici pour leur travail considérable et leur efficacité qui nous permettent de nous réunir tous ensemble dans des lieux prestigieux comme celui-ci, à Paris ou à Marseille d'ailleurs. Et enfin, je suis très reconnaissant envers tous mes autres collègues, conférenciers, pour les discussions riches que nous avons pu avoir lors de la préparation justement de ces rencontres. Et je tiens à vous remercier toutes et tous, bien sûr, d'être venus ce soir pour participer à ce dialogue entre sciences sociales et sciences naturelles que nous cherchons ici à promouvoir. Alors, je suis d'autant plus sensible à ce dialogue, je peux le dire d'emblée, parce que j'ai une double formation, une formation en mathématiques au départ, et puis par la suite une formation en assyriologie, donc en histoire du Proche-Orient ancien. Alors, nous pouvons commencer par une des plus belles œuvres littéraires mésopotamiennes, j'espère que vous arrivez à voir, à lire, même de loin, qui est l'épopée de Gilgamesh. Et l'épopée de Gilgamesh décrit ainsi la façon dont le héros Enkidu, ami et compagnon d'armes de Gilgamesh, passe du statut de bête sauvage à celui d'homme civilisé. Alors il est écrit, il frictionna d'eau son corps hirsute et se frotta d'huile. Alors il ressembla à un homme. De son côté, le Lipid Handbook de Frank Dunston, de Hardwood et de Padley, précise que l'indice d'iode de l'huile de sésame est 104-120. Ce que représente, vous le savez tous, la masse de d'iode en grammes capable de se fixer sur les insaturations des acides gras compris dans 100 grammes d'huile de sésame. Donc deux mondes, deux constats, deux réflexions. Et pourtant, nous nous trouvons dans un même laboratoire, celui de l'étude des anciennes sociétés de Mésopotamie, qui se prêtent à des expériences scientifiques, bien sûr, historiques, anthropologiques et archéologique. Et tout l'enjeu de ma conférence, c'est justement de vous le montrer. Alors, des huiles et des hommes. Des hommes d'abord. Ceux qui ont peuplé la Mésopotamie ont fondé pendant plusieurs millénaires des sociétés caractérisées par une certaine tension entre diversité et unité. D'un côté, ils parlaient plusieurs langues, sumérien, akkadien, hittite et bien d'autres, suivaient des us et coutumes variés dans la vie quotidienne ou dans les pratiques funéraires, ou encore adopter des modes de vie différents selon les aires géographiques et les époques, qui pouvaient aller du nomadisme à la sédentarité complète, avec toute une série de situations intermédiaires, comme des occupations temporaires de sites. D'un autre côté, ils partageaient un ensemble de pratiques religieuses, sociales et économiques qui cherchaient continuellement à s'inscrire dans des traditions ancestrales, mais en même temps s'enrichissaient d'innovations. L'écriture cunéiforme constitue un des outils communs à toutes ces sociétés pour enregistrer des données administratives, transmettre des informations par voie épistolaire ou fixer dans l'argile
une littérature riche issue de la tradition orale. On dispose à ce jour d'une abondante documentation de quelques centaines de milliers de textes cuniformes, ce qui est énorme, administratifs, juridiques, littéraires, scolaires ou officiels, souvent inégalement répartis dans le temps et l'espace, mais constituant une source riche d'informations pour l'historien. L'essentiel de l'économie était fondé sur l'agriculture et l'élevage des bovins, au vin et caprins, ainsi que la production de produits artisanaux, dont en premier lieu l'industrie du textile. Mais ces sociétés, centrées sur des espaces fluviaux de l'Euphrate et du Tigre, n'étaient pas pour autant repliées sur elles-mêmes. Des contacts culturels et commerciaux, remontant pour la plupart au IVe millénaire, sont attestés avec les régions voisines pendant plus de 3000 ans. Comme le plateau iranien à l'est, par exemple, on reviendra dessus, le plateau anatolien au nord, ou les régions du Levant à l'ouest. Les anciens Mésopotamiens n'ont eu de cesse de chercher à importer en fait ce qui leur faisait défaut, comme les métaux, or, argent, l'étain et le cuivre, bien sûr, pour faire du bronze, du bois ou des pierres précieuses, en échange de leurs étoffes et de leurs tissus qui étaient très prisés. Des huiles, ensuite. Alors les huiles végétales, auxquelles il faut ajouter les graisses animales, constituaient des produits emblématiques dans ces sociétés, au même titre que les pains ou la bière confectionnés à partir de l'orge. Les sources cuniformes documentent abondamment leur usage dans différents domaines des activités humaines. L'onction et les soins du corps principalement, on reviendra dessus, mais aussi les rites religieux, le traitement des textiles et du cuir, le graissage d'appareils techniques, l'éclairage et enfin, dans une moindre mesure, l'alimentation. Comme il n'existait étonnamment jusqu'à ce jour aucune synthèse sur les huiles végétales et les graisses animales en Mésopotamie, ce qui n'est pas le cas par exemple pour le monde méditerranéen, nous avons mené avec mon collègue Walter Salaberger de l'Université de Munich un projet franco-allemand à NRDFG entre le HESS et l'Université de Munich, auquel ont participé Paola Paoletti, Anne-Isabelle Langlois, Véronica Gassia, Manon Ramez et Juliette Masse. L'objectif était d'étudier la chaîne opératoire, alors au sens de l'ethnologue Pierre Lemonnier, des huiles et des graisses, de leur production à la consommation, en identifiant les techniques utilisées, les acteurs impliqués et les impacts dans la société. Donc les résultats que je vous présente ici, il faut créditer tous les membres du projet, sont issus d'un travail collaboratif pendant plus de 3 ans, qui viennent de se terminer ici, et un livre doit apparaître dans les 6-7 mois qui viennent sur ce sujet. Alors je prendrai comme fil conducteur essentiellement l'huile qui a été la plus emblématique en Mésopotamie, c'est-à-dire l'huile de sésame. Tout d'abord, pour réaliser cette étude des huiles végétales et des graisses animales, nous étions, bien entendu, comme tout antiquisant, tributaires de nos sources, qui sont essentiellement épigraphiques et archéologiques, avec un peu, bien sûr, d'iconographie. On ne peut malheureusement, à la façon d'un anthropologue, vous en doutez, se plonger directement au cœur des sociétés étudiées et observer leur comportement et façon de faire. Cela est particulièrement prégnant lorsqu'on prend conscience qu'il s'agit de sociétés qui ont vécu entre 3000 ans et 2000 ans ou 2000 ans avant Jésus-Christ. La distance chronologique à notre époque est immense et les pratiques et systèmes de pensée éloignés des nôtres. Enfin, encore, ce n'est rien par rapport aux sociétés que Svante Pääbo étudie. On mesure ainsi les difficultés de l'antiquisant dans le vocabulaire qu'il utilise pour parler de ses sources. Les restes, les vestiges, les traces, les fragments, le hasard des fouilles, ce qui peut donner une impression de superficialité. C'est le paradigme de l'iceberg, si vous voulez. C'est-à-dire, on a en effet accès à une petite partie visible de ce que les sociétés anciennes nous ont laissé. Alors en réalité, l'archéologie a réussi à redéfinir son rapport à l'histoire autour du paradigme de la trace et de la mémoire, plutôt que celui de la notion d'origine, comme l'ont montré beaucoup d'archéologues, et en particulier Philippe Boissino, qui est là aujourd'hui, et Sandrine Robert. Nous avons donc la chance d'avoir des données archéologiques variées et des sources écrites, et nous nous sommes concentrés dans ce projet essentiellement sur les documents administratifs les plus abondants, qui sont ceux produits dans les centres de pouvoir, c'est-à-dire les palais et les temples, entre le milieu du IIIe millénaire et le milieu du IIe millénaire, ce qu'on appelle la période du bronze ancien et moyen. Il faut donc être conscient que les informations tirées de notre documentation ont été produites pour la grande majorité dans le milieu des élites, on pourrait dire, avec une vision bien sûr managériale des flux et denrées, dans un cadre de gestion administrative. Ce qui est importé pour les scribes comptables était plus de noter les données quantitatives
et les modalités de transaction que de décrire des processus ou des gestes techniques. Et vous le savez, même de nos jours, un document administratif est informatif, mais pas descriptif. Les assyriologues, donc les spécialistes du Proche-Orient ancien, commencent par procéder généralement par une analyse philologique du contenu des textes, écrits en sumérien ou akkadien, les langues qui étaient les plus répandues pour la période que nous étudions. L'approche étymologisante ne doit alors pas prôner sur l'approche contextuelle. Ça veut dire que tout terme doit avant tout être compris et traduit en fonction du contexte de son énoncé. Il faut de plus être conscient que la signification d'un même terme dans les textes pouvait varier d'une époque à une autre et, bien sûr, même parfois d'un lieu à un autre. Alors prenons l'exemple du sésame, qui permettait de produire l'huile la plus répandue au Proche-Orient pendant plus de 2 millénaires. Le terme sésame, à la fois la plante et les graines, était Shegesh I3. Alors le 3, c'est une convention de philologues, pour distinguer ce signe des autres, mais ça, on le prononce 3 quand même, Shegesh I3, en sumérien, Shamshamu ou Shamashamu en akkadien, tandis que l'huile de sésame était I3gesh en sumérien et Eloum en akkadien. Le sésame a été introduit en Mésopotamie au XXIIIe siècle avant Jésus-Christ, comme nous le verrons plus loin, alors qu'il s'agissait d'une région bilingue où le sumérien et l'akkadien étaient des langues vivantes, le sumérien dominant plutôt dans le sud et l'akkadien dans le nord, de sorte qu'aucun terme ne peut prétendre à l'antériorité sur l'autre. L'expression sumérienne Shegesh I3 désigne littéralement le grain de l'arbre à graisse ou le grain de l'arbre à huile. Et l'expression pour l'huile de sésame est I3gesh, littéralement graisse, huile de l'arbre, où le terme I3 signifie graisse ou huile, et le terme gesh signifie arbre ou bois. La terminologie sumérienne explique bien comment le sésame était perçu. Avec sa tige épaisse et dure, et une hauteur de croissance jusqu'à 1 mètre et plus, la plante était tout à fait semblable à un petit arbre. Elle a été principalement exclusivement introduite pour la production d'une substance oléagineuse, dont je vous parlais, de l'huile de sésame. Mais avant la culture du sésame, avant qu'elle soit introduite en Mésopotamie au cours du XXIIIe siècle, comme on le verra, le terme I3gesh pouvait désigner une autre huile, comme dans le site d'Ebla, près d'Alep, au XXIVe siècle avant Jésus-Christ, où il se référait à l'huile d'olive. Dans certains textes de la première moitié du IIIe millénaire, donc avant l'introduction du sésame, il pouvait aussi désigner la graisse, surtout le beurre à cette époque-là, aromatisé avec du bois. On voit donc toute la difficulté d'une approche étymologisante pure. Le terme I3gesh, signifiant littéralement graisse, huile de l'arbre, doit être en réalité traduit différemment selon la période où il est utilisé. Beurre aromatisé dans le sud mésopotamien, dans la première moitié du IIIe millénaire, huile d'olive à Ebla, au milieu du IIIe millénaire, et huile de sésame partout en Mésopotamie, à la fin du IIIe millénaire. Le terme akkadien shamashamu, pour sésame, est également intéressant, car il est l'origine du mot sésamon dans le grec, du premier millénaire, du simsim arabe, de l'hébreu shumushum, et bien sûr de notre sésame dans les langues, et de sésame dans plusieurs langues européennes. L'assyriologue Wolfram von Soden a proposé une véritable étymologie akkadienne pour shamashamu, comme dérivé, je ne rentre pas dans les problèmes de l'akkadien, de shaman shamim, qui signifierait huile de la plante. Or, le terme shamashamu désigne la plante sésame et ses graines, et non l'huile, comme le suggère cette étymologie hypothétique. Il faut donc envisager que ce mot, shamashamu, est étranger à la langue akkadienne et est arrivé en Mésopotamie avec le sésame lui-même. Comme la linguistique l'a déjà bien montré, on importe souvent une nouvelle denrée avec la terminologie qui la désigne, comme notre cacao, vous le savez tous, provenant de la langue naturelle des Aztèques. Quelle est donc l'origine du mot shamashamu? Alors, faute de sources plus anciennes dans les légions limitrophes à la Mésopotamie, le recours à l'étymologie et à la linguistique a trouvé ici ses limites. Il faut donc ouvrir les portes de nos laboratoires à d'autres sciences. Les travaux de l'ethnobotaniste Dorothea Bedigian constituent alors une véritable mine d'informations. Ainsi a-t-on appris que le Sésamum indicum, a été domestiqué à partir de son géniteur Sésamum orientale, qui est indigène en Asie du Sud. Le sésame est attesté en particulier dans la vallée de l'Indus, sur des sites de la période dite de Harappan, c'est-à-dire 2600 ans, 2500 ans à 2000 ans avant notre ère. Dans les sources cuniformes mésopotamiennes,
Le sésame apparaît pour la première fois à la période dite sargonique au XXIIIe siècle, une période caractérisée par la prise de pouvoir d'une dynastie akkadienne mise en place par le roi Sargon, d'où le nom période sargonique. Plus précisément, le sésame et l'huile de sésame sont mentionnés dans les textes du gouverneur à Adab, dans la ville d'Adab, dans le sud de la Mésopotamie. L'intendant des réserves de ce palais recevait de grandes quantités de graines de sésame allant jusqu'à 2760 litres, ce qui est énorme, et ce sésame semble avoir été cultivé directement dans les champs du palais, et l'huile de sésame produite était en particulier distribuée aux invités de marque pour leur onction personnelle. Il est intéressant de noter que ces archives de la période sargonique du palais d'Adab sont précisément celles qui offrent les premières références mésopotamiennes à des contacts commerciaux directs avec Meloura, Meloura étant le nom donné à la vallée de l'Indus et à la région adjacente de Gujarat. Rimouche, le fils du roi Sargon, a mené une campagne militaire victorieuse dans la région du Golfe contre des troupes venant de cette région de l'Est. Cela lui a permis de contrôler et monopoliser aussi le commerce maritime avec Meloura. Les importations de Meloura vers la Mésopotamie comprenaient entre autres de la cornaline, du bois de mangrove et d'autres bois comme du bambou. Or, le sésame est apparu soudainement en Mésopotamie à cette période précise. Nous pensons donc qu'il était également importé d'Inde en passant par l'Iran et transporté par bateau. L'étymologie nous aide alors encore un peu. Le mot akkadien pour huile de sésame, qui est, comme on l'a vu, Eloum, est identique au mot Elou, désignant sésame en dravidien. Là, c'est un petit clin d'œil à Svante Pébo. Une langue est parlée en Inde. Il y a alors fort à parier que le terme Shama-Shamou, pour le sésame, provienne aussi d'un dialecte de la vallée de l'Indus, mais nous n'en avons pour l'instant pas la confirmation. Alors, les Mésopotamiens ne sont cependant pas contentés d'apporter des graines de sésame. Les conditions de culture de cette plante étaient vraiment idéales dans le climat estival chaud de la Mésopotamie. En tant que culture d'été, le sésame pouvait suivre les cultures d'hiver que sont l'orge et le blé sur les mêmes champs. Cet avantage est indiqué d'ailleurs dans les textes uniformes de la fin du IIIe et du début du IIe millénaire, notamment dans les lettres qui décrivent la façon dont les champs qui ont été moissonnés doivent être préparés pour la mise en culture suivante. Au moment de l'ensemencement en juin, il était facile de sélectionner les endroits humides avec la crue des eaux en avril-mai. L'irrigation améliore bien sûr la croissance de la plante, mais elle n'est pas attestée explicitement dans nos textes concernant le sésame, et les données botaniques nous apprennent que l'humidité résiduelle du sol peut souvent suffire. Le sésame est en effet une culture d'été qui tolère les conditions chaudes et sèches des steppes, et qui a un cycle de végétation qui est très court. Les plants de sésame, en fait, sont récoltés entre 75 et 150 jours après le semis. La période de végétation du sésame de 3 à 4 mois attestée dans les documents cuniformes correspond donc parfaitement à cette observation. Plus précisément, selon la documentation trouvée dans la ville d'Iris-Agrig, dans le sud de la Mésopotamie, durant les années du règne 8 à 9 du roi Amarsin, on se trouve vers 2037-2036 avant Jésus-Christ, soit environ 200 ans après l'introduction du sésame en Mésopotamie, à l'époque de l'Empire dit néo-assyrien, la période de végétation commençait après l'ensemencement durant les mois de mai et juin et se terminait avant la récolte et le stockage durant les mois de septembre et octobre, soit une période de végétation d'à peu près 90 à 120 jours. On dispose alors d'un document administratif exceptionnel qui mentionne que des experts de la ville de Der, plus au nord, à savoir un scribe et 2 agriculteurs, donc vous voyez ici des rations qui leur sont distribuées pour pouvoir séjourner dans cette région, donc ont séjourné à Iris-Agrig pendant 2 mois complets, les mois de septembre-octobre, au moment de la récolte, et il est dit dans le texte, ils sont venus pour apprendre la culture du sésame. Et un autre texte nous indique que le scribe, ce même scribe de Der, est revenu au mois de mai de l'année suivante, pendant la période des semailles de sésame. On s'aperçoit donc que les autorités de l'Empire néo-sumérien d'Ur III ont souhaité que la culture du sésame, initialement pratiquée sur les terres du palais, soit diffusée à l'échelle du royaume. Alors ce n'est pas un hasard, puisque précisément à cette époque, les relations commerciales de la Mésopotamie avec l'Est et la région de Meloura, donc avec l'Indus, qui étaient florissantes dans la période précédente, comme nous l'avons vu, s'interrompent en partie dans un contexte de guerre. Il devenait donc nécessaire d'étendre la culture du sésame sur place, puisqu'on ne pouvait plus l'importer facilement.
Le sésame, plante oléagineuse, a été le bienvenu en Mésopotamie pour répondre aux besoins constants de graisse pour les soins de la peau. Ces besoins reposaient auparavant, jusqu'au XXIIIe siècle avant Jésus-Christ, avant son introduction, avant tout sur le beurre et le saindoux, c'est-à-dire la graisse de porc, qui servaient pour l'onction et les soins du corps et qui pouvaient être parfumés, notamment le beurre. Le succès du sésame peut alors s'expliquer du point de vue agronomique, puisque, comme on l'a vu, il était possible d'alterner sur les mêmes champs de culture du sésame l'été et de l'orge l'hiver, mais il peut également se comprendre si on se tourne vers ses caractéristiques biochimiques. Et nous convions maintenant dans notre laboratoire une autre science naturelle, la chimie, grâce aux travaux de Frankenstein, Harwood et Baddeley, que nous avons évoqués en introduction. Parler d'huile me donne soif. Alors, tout d'abord, l'huile de sésame a une bien meilleure durée de conservation que le beurre et le saindoux, grâce à ses composants antioxydants et au fait qu'elle ne possède pas d'acide linoléique, comme vous pouvez le voir dans ce tableau. Alors, bien sûr, cela dépend de la température et des conditions de conservation, et là, il s'agit de moyennes, bien sûr, statistiques. Les antioxydants naturels sont répandus dans les produits végétaux, mais pas dans les produits d'origine animale. Ils sont également importants pour la vitamine E, en particulier le tocophérol. En effet, le corps humain produit continuellement des radicaux libres qui endommagent les composants cellulaires, tels que les protéines, par exemple, les lipides et l'ADN. Le rôle des antioxydants est d'arrêter ce processus en neutralisant les radicaux libres, en réduisant leur nocivité, grâce notamment à la vitamine E. Et donc, en fin de compte, si vous voulez, ça permet de ralentir les effets du temps sur la peau. L'huile de sésame contient divers antioxydants, à savoir la sésamine, la sésamoline et ainsi de petites quantités de sésamol qui augmentent sa stabilité à l'oxydation. Une stabilité oxydative plus élevée se traduit par une durée de conservation plus longue qui fait de l'huile de sésame un produit adapté à un large éventail d'usages. En particulier, l'huile de sésame est rapidement absorbée par la peau, qu'elle hydrate et protège bien sûr, mais elle a aussi un effet antibactérien et cicatrisant. Il n'est donc pas étonnant que le sésame soit rapidement devenu l'huile dominante pour l'onction à la fin du 3e millénaire, en remplaçant le beurre et le saindoux. Le beurre continue d'être utilisé les siècles suivants, mais essentiellement pour les repas. Quant au saindoux, on le voit par la suite peu apparaître dans notre documentation, et cela s'explique par le fait que l'élevage de porcs était surtout domestique en Mésopotamie du Sud, et la production de saindoux avait donc essentiellement lieu dans de petites communautés. Comme nos archives, je vous l'ai dit, proviennent essentiellement des temples et des palais, elles ne mentionnent que très rarement ce type de graisse. On pourrait bien sûr se demander pourquoi l'huile d'olive, qui est attestée épigraphiquement et archéologiquement comme l'huile principale dans la région du nord-ouest syrien à partir du milieu du 3e millénaire, n'a pas remplacé l'huile de sésame en Mésopotamie. Son commerce s'est arrêté en fait sur le Moyen-Euphrate, dans la ville de Mari. La documentation trouvée dans cette ville mentionne des importations massives d'huile d'olive au milieu du 3e millénaire, puis des livraisons très limitées, souvent sous forme de simples présents diplomatiques, au début du 2e millénaire, où la culture de l'huile de sésame était devenue prépondérante aussi dans la région de Mari. Il faut donc faire attention à ne pas surévaluer, si vous voulez, le rôle qu'aurait pu jouer l'huile d'olive au Proche-Orient ancien. Nous pouvons être en fait victimes d'une vision quelque peu anachronique et peut-être même un peu eurocentrée. L'huile d'olive constitue en effet un des produits emblématiques du monde méditerranéen antique, comme vous le savez tous, et un produit actuellement très prisé pour les soins du corps et pour l'alimentation. Mais les propriétés de l'huile de sésame pour la peau sont en fait les mêmes, et en particulier les effets antioxydants ralentissent le temps. En revanche, l'huile d'olive est composée de 20% d'acide polyinsaturé, contre 20 à 50% d'huile de sésame, ce qui la rend plus indiquée au processus de saponification, c'est-à-dire à la création de savon. Mais il semble que les savons, dont le fameux savon d'Alep, que vous connaissiez tous, soient apparus bien plus tard, et les textes que nous avons quantifient toujours les deux huiles en mesure de capacité. Elles sont donc transportées et utilisées sous forme liquide, et pas sous forme solide de savon. La prééminence de l'huile de sésame par rapport à l'huile d'olive en Mésopotamie tient en réalité au fait qu'elle était issue d'une agriculture locale, maîtrisée et contrôlée,
alors que l'huile d'olive était issue d'une importation des régions de l'Ouest, plus coûteuse et pouvant subir, bien sûr, les aléas du marché. En plus, il est difficile d'implanter l'olivier en Mésopotamie à cause du climat. Alors, une des clés de réussite de l'implantation du sésame en Mésopotamie est que la technique de pressage du sésame pour obtenir de l'huile combinait des pratiques connues depuis longtemps dans la préparation des aliments, à savoir le broyage des grains sur des meules à main et l'écrasement des plantes dans des mortiers en bois. Il s'agit donc de transfert de techniques. Grâce aux indications dans les sources cuniformes, nous avons pu en effet reconstituer le processus de production de l'huile de sésame qui reposait en fait essentiellement sur 2 étapes. La première consistait donc à broyer les graines de sésame sur une meule plate à l'aide d'une meule roulante en basalte. Le premier liquide extrait était ensuite, lors de la seconde étape, pilé dans un mortier en bois et l'huile obtenue était récupérée dans une jarre en argile de plus ou moins grande taille, stabilisée sur une structure en bois. Alors, il restait alors une sorte de pâton à la fin, de tourteau, si vous voulez, de sésame, qui était donné comme nourriture à des travailleurs, à des hommes, des femmes, des enfants du palais, un usage que corroborent encore certaines données ethnographiques actuelles. Le rendement, c'est-à-dire la quantité d'huile produite à partir d'une quantité de sésame, se situait entre 20 et 25%, ce corrobore aussi d'autres données, notamment sur le monde méditerranéen. Et par comparaison, le rendement de la production moderne d'huile de sésame oscille actuellement entre 40 et 68%, bien sûr avec des méthodes modernes. Nous avons dû alors faire face à une nouvelle difficulté philologique. Alors parfois, les graines de sésame ou l'huile de sésame étaient qualifiées de paradis en sumérien ou son équivalent ralsum en akkadien. Le terme sumérien paradis renvoie à un sac brut en peau de chèvre, et l'akkadien ralsum est construit sur la racine du verbe ralatsum qui signifie au sens général peigner ou filtrer. Le type d'huile de sésame qualifiée ainsi a été compris dans la recherche comme de l'huile filtrée, purifiée, sans que l'on comprenne vraiment le sens. Mais cela n'explique pas, premièrement, pourquoi les graines de sésame peuvent aussi porter ce qualificatif, ni deuxièmement, ce que vient faire ici un sac en peau de chèvre. Alors ce sont cette fois des données ethnographiques qui ont volé à notre secours avec la technique traditionnelle d'épluchage des graines de sésame utilisée encore en Irak il y a quelques décennies. Les graines de sésame humidifiées étaient frottées contre un tissu grossier afin que les coques se séparent facilement des graines de sésame dans l'eau. Les graines restaient en bas du récipient d'eau et les coques remontaient à la surface, ce qui permettait après de récupérer les graines épluchées, pelées si vous voulez. Les techniques modernes de décortiquage du sésame peuvent encore utiliser des méthodes abrasives, alors non plus avec des pots de chèvre, mais avec des disques métalliques. Ainsi, le tissu grossier peut-il être très certainement identifié à notre sac en peau de chèvre afin de peigner et plus exactement de peler les graines de sésame. En résumé, on peut supposer que le paradis sumérien se réfère à l'outil utilisé dans ce processus, c'est-à-dire le sac en peau de chèvre, tandis que le ralsum akkadien renvoie au processus de nettoyage des graines de sésame elles-mêmes en les pelant, si vous voulez, en les décortiquant. Selon les données botaniques, les graines de sésame pelées ont une odeur agréable et l'huile produite à partir de ces graines sent également bon. Nous disposons alors d'une lettre envoyée par un particulier qui se plaint à son correspondant que l'huile faite à partir de sésame pelé, justement, ne sent pas bon, ce qui n'est pas normal. Il lui demande donc de produire de nouveau ce type d'huile et de lui en apporter en personne. Ce type d'huile était produite en bien plus petite quantité que l'huile de sésame non pelée. Et on estime à peu près que juste 0,5% de l'huile produite était produite à partir de graines de sésame non pelées. Il n'est donc pas étonnant qu'elle fût surtout utilisée pour l'onction des personnages importants, comme le roi et ses proches, ainsi que les invités de marque, les messagers, les diplomates étrangers. Cette huile de sésame pelée servait aussi à oindre les statues des dieux en bronze lors des cérémonies religieuses. Alors on entre là dans un domaine de recherche qui est en pleine expansion actuellement dans l'Antiquité, c'est la question de l'atmosphère olfactive dans les lieux de vie des sociétés anciennes, et en particulier donc dans les lieux sacrés. Grâce à son caractère antioxydant, comme on l'a vu, l'huile de sésame pelée versée sur les statues en bronze gardait son odeur agréable plusieurs heures. Alors tournons-nous maintenant vers les ateliers de pressage d'huile et leur personnel. D'après la documentation trouvée dans le palais du gouverneur d'Iris-Agric, daté de la fin du IIIe millénaire, l'atelier de pressage d'huile employait 40 à 60 femmes, dont 20 à 28 se consacraient en permanence à cette activité.
Grâce aux données quantitatives des textes, nous avons pu estimer la production moyenne d'huile par femme et par jour à 2 litres, ce qui est énorme en fait, c'est un volume vraiment important, et qui nécessitait certainement un travail difficile de plusieurs heures. Les repas servis à ces femmes consistaient en une sorte de pâte très riche, comprenant de la viande, des légumineuses, des céréales, du sel, des épices. Et de plus, leur régime carné était incroyablement varié. Des bovins et des moutons au gibier, en passant par les porcs et les oiseaux, principalement les pigeons. Ces femmes précieuses d'huile étaient donc, en échange de leurs lourdes tâches, particulièrement bien nourries et entretenues par le palais, qui contrôlait en grande partie la chaîne opératoire du sésame, et en particulier la production de l'huile. On peut alors se poser la question des activités genrées. Si les femmes représentaient la majorité du personnel pour le tissage de la laine et les hommes pour le travail du cuir, on ne s'attendait pas à ce que l'activité de pressage d'huile, très physique au départ, soit essentiellement féminine dans ces sociétés. Cela est peut-être dû au fait que, avant l'introduction du sésame en Mésopotamie, les femmes étaient les principales utilisatrices des meules en pierre pour broyer l'orge, et qu'on a donc affaire, là aussi, à un transfert de compétences, mais pour l'instant, rien ne le prouve. En revanche, lors de la période dite paléo-babylonienne qui suit, c'est-à-dire le premier quart du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, les individus associés au pressage de l'huile sont essentiellement des hommes, mais qui pouvaient diriger du personnel féminin ou masculin. On ne rencontre alors plus de grands ateliers palatiaux de production d'huile, employant des dizaines de personnes, comme à l'époque précédente, mais de petits ateliers mobilisant seulement quelques personnes sous la responsabilité d'individus. Cette particularité s'inscrit dans les changements politiques et économiques de la période paléo-babylonienne, caractérisée par un morcellement du territoire en plusieurs petits royaumes, parfois concurrents, et par un développement fort je pourrais appeler du business, si vous voulez, privé, parallèlement aux activités des temples et des palais. Ces petits ateliers pouvaient donc fournir en huile de sésame aussi bien les administrations royales que les particuliers. On leur apportait en fait une quantité de sésame qui était ensuite transformée en huile, et les ateliers gardaient une partie de cette production comme rémunération. Cette multiplication et, on pourrait dire, privatisation des ateliers de pressage d'huile en Mésopotamie se reflète également dans des contrats de location de matériel passés entre presseurs d'huile. Cela traduit donc des échanges fréquents d'outils et de pratiques. Parfois, même des spécialistes pouvaient être envoyés directement, peut-être avec leur équipement, là où l'huile de sésame était nécessaire, et en particulier dans les cours étrangères. Il existe par exemple des attestations dans les textes de transfert d'un presseur d'huile d'un royaume à un autre. On a donc vraiment affaire à de véritables spécialistes. Nous avons pu constater, grâce à la documentation cunéiforme, que l'huile de sésame était produite toute l'année. Cette information a son importance pour l'étude des techniques de conservation. Cela signifie en effet que le sésame était stocké et conservé après la récolte de septembre-octobre, et que l'huile de sésame était produite lorsque c'était nécessaire. L'exemple du palais de Marie montre que l'huile qui arrivait en jarre dans l'institution était ensuite versée dans des jarres plus grandes, comme vous pouvez voir ici en bas à gauche, et conservée pas plus d'une dizaine de jours pour être ensuite distribuée dans le palais. De par sa composition chimique, l'huile de sésame peut être conservée plusieurs mois, comme nous l'avons vu, dans des récipients fermés, mais elle peut aussi devenir progressivement rance et donc dégager une odeur moins agréable dans le temps, surtout si on l'utilise pour l'onction de la peau, évidemment. Les graines de sésame, elles, si elles restent avec leur coque, bien sûr, à l'abri de l'humidité et des rongeurs, peuvent être conservées plus d'1 an. C'est donc ce mode de conservation du sésame et non de l'huile qui a été privilégié. Les ateliers de pressage d'huile étaient donc sollicités toute l'année, particulièrement lors des cérémonies religieuses pour l'onction des nombreux convives et l'onction, comme on l'a vu, des divinités. Alors nous arrivons maintenant en bout de notre chaîne opératoire, si on peut dire, avec les usages de l'huile de sésame. En étudiant en détail les dépenses d'huile de sésame mensuelles dans le palais de Marie de l'époque paléolithienne, nous avons obtenu un ordre d'idée de la répartition de ces usages que vous pouvez voir ici. Vous voyez que pour l'onction des personnes ou de divinités, les soins corporels, production d'huile parfumée, on a à peu près 44%. Pour l'éclairage, les lampes, 15%. Pour l'imprégnation du bois, on va y revenir, 11%. Les sacrifices, 8%. Alors, les sacrifices, on ne sait pas trop ce qu'ils faisaient avec. C'était aussi l'onction. Est-ce que c'était utilisé pour l'encens? On ne sait pas trop. L'imprégnation du cuir, 5%. Les repas, à peu près que 5%. Les travaux techniques, usages non spécifiés, repas religieux et polissage des tissus. C'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que certains usages sont en fait inversés par rapport aux usages modernes. Près de la moitié de la consommation d'huile, comme vous pouvez le voir, de sésame servait à l'onction aux soins corporels, alors que seulement environ 5% étaient utilisés pour la nourriture.
Alors je vous propose de nous intéresser ici à 3 de ces usages particuliers, car pour mieux les comprendre, nous devons faire appel de nouveau aux sciences naturelles. Il s'agit de la production d'huile parfumée, de l'éclairage et du traitement du bois. Alors les huiles parfumées d'abord. Les analyses chimiques montrent que les parfums sont préservés dans la graisse et cette propriété a été exploitée bien sûr en Mésopotamie pour produire des huiles parfumées qui apportaient l'odeur des arbres et des herbes provenant des forêts des montagnes dans les villes de la plaine. Les marchands fournissaient la plupart des bois et des plantes, comme de l'écorce de cèdre, de la myrte, du cyprès, il y avait aussi du genévrier, du pin. Et toutes les matières grasses inodores pouvaient être utilisées pour l'aromatisation, à savoir le beurre, l'huile de sésame, le saindoux aussi parfois, et le suif de mouton. Le parfumeur, artisan spécialisé, fabriquait des baumes en y ajoutant des céréales et des fruits, dont les ingrédients sont connus grâce à des listes enregistrées dans des documents. En Mésopotamie, aucune autre denrée consommable n'était accompagnée d'une liste d'ingrédients aussi longue. Et même les desserts fruités, on a beaucoup de listes de desserts fruités, contenaient moins d'ingrédients que dans les huiles parfumées. Les graisses et les huiles parfumées étaient souvent offertes en cadeau aux invités et aux amis, et en particulier aux femmes. Les dieux recevaient des présents particulièrement riches en graisses parfumées, qui créaient là aussi une atmosphère odorante dans le temple, renforcée par l'utilisation occasionnelle aussi d'encens, des mêmes types de bois et d'herbes. La terminologie sumérienne acadienne que vous voyez ici rend bien compte de ce plaisir des sens. Graisse ou huile parfumée se dit Itrodouga en sumérien et Shanum Taboum en acadien, avec exactement la même signification, d'huile agréable ou même d'huile sucrée au sens du sweet anglais ou du Süße allemand. Le métier du parfumeur, désigné littéralement par le mélangeur, en acadien et sumérien, est attesté depuis la première moitié du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Alors nous sommes concentrés sur un parfumeur du nom de Nour-Ili qui a officié dans le palais de Marie au début du 2e millénaire, car nous disposons de plusieurs textes administratifs en lien avec ses activités. Cette liste d'huiles parfumées que vous avez ici, par exemple, rangée dans l'ordre de qualité décroissante, donne un exemple de ce qu'il était capable de produire. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs litres d'huile parfumée avec de cyprès de première qualité, de deuxième qualité, troisième qualité, d'huile parfumée avec de l'opoponax, notre type de plante, de l'huile à la façon de Marie, ça on ne sait pas trop ce que c'est, et puis de l'huile âpre, qui là n'est plus du tout de l'huile parfumée. La procédure pour confectionner une huile parfumée était, d'après les sciences naturelles, mais aussi certains textes cuniformes, la suivante. Les plantes étaient sélectionnées, séchées, réduites en poudre, tamisées, placées dans de l'eau chauffée pour y rester pendant une journée, à laquelle on ajoutait parfois d'autres substances aromatiques. Après un certain temps de repos, le mélange était à nouveau chauffé, de l'huile était ajoutée et le mélange continuait tout doucement, je vais dire, à cuire. On le faisait ensuite reposer pendant quelques jours et après l'avoir éventuellement tamisé, on le versait dans des jarres. Je rappelle, alors ici, attention, il ne s'agit pas de parfum, mais bien d'huile parfumée, car il n'y avait pas de processus de distillation. En revanche, un procédé de chauffage de l'eau puis de l'huile était utilisé pour que les substances aromatiques s'imprègnent dans les lipides. Et cela nous a particulièrement intéressés, car nous cherchions en particulier à localiser l'atelier de notre parfumeur Nour-Ili de la ville de Marie, qui se trouvait dans le palais, même d'après les textes. Alors, les archéologues, sous la direction d'André Parot, Jean-Claude Margueron et Pascal Butarlin, ont pu dégager depuis les années 30 l'architecture principale de ce palais de Marie. Il nous fallait donc rechercher dans les rapports de fouilles une pièce qui possédait une structure permettant de faire chauffer des marmites et qui contenait des jarres pour stocker l'huile. Et nous pensons avoir trouvé le lieu idéal dans la pièce qui porte le doux nom de S167, qui se trouve à l'entrée nord du palais, même si cela reste une hypothèse. Cette pièce dispose en effet, comme vous pouvez le voir ici, d'une structure en argile avec 5 trous, dont un plus gros, permettant de maintenir des marmites qui étaient chauffées par le dessous par des feux de bois, dont il existe d'ailleurs encore la trace, dans des cavités. Une des salles adjacentes contenait de plus petites jarres globulaires qui pouvaient contenir de l'huile, mais malheureusement, pour l'instant, aucune analyse paléobotanique n'a été encore effectuée pour le confirmer. La location de cette pièce à l'entrée principale du palais a son importance. Cela permettait d'une part de distribuer de l'huile parfumée aux invités entrant dans le palais ou aux messagers en sortant. On voit ici une sorte d'ouverture, si vous voulez, de passe-plat qui permettait justement de passer cette huile parfumée, et d'autre part de créer une atmosphère odorante pour les visiteurs du palais.
Le second usage de l'huile de sésame que je souhaitais vous présenter concerne l'éclairage et des lampes à huile. Les études sur l'éclairage dans l'Antiquité sont également en pleine expansion depuis plusieurs années et impliquent l'étude de ce qu'on appelle des luminaires, les lampes, les torches, les foyers, des ouvertures, fenêtres, portes, ainsi que de la signification sociale et idéologique de la lumière et de l'obscurité. En ce qui concerne le Proche-Orient ancien, l'éclairage des bâtiments par la lumière du jour est pris en compte maintenant par les archéologues dans leur reconstitution des lieux de vie. Cette étude de l'éclairage naturel et artificiel nous a bien sûr beaucoup intéressés puisque les lampes étaient alimentées par de la graisse et de l'huile. Alors comme Donald Bailey l'a souligné dans son manuel sur les lampes en céramique grecque et romaine, la configuration de base d'une lampe antique est en fait très simple. Il s'agit d'un récipient pour le combustible, ça peut être un simple bol, le combustible humain, une mèche pour permettre au combustible de brûler et d'alimenter la flamme en combustible et fournir une alimentation en air continue. Il existait néanmoins diverses formes pour les lampes, qui ont été attestées archéologiquement, qui pouvaient être ouvertes, c'est-à-dire un simple bol, si vous voulez, ou fermées, alors là on pense tout de suite à la lampe d'Aladin, et on pouvait utiliser de la graisse ou de l'huile pour le combustible. Archéologiquement, des lampes en argile identifiées grâce à des traces de résidus de carbone sur leurs parois sont connues depuis la période qu'on appelle chalcolithique, c'est-à-dire 5500 ans, 5000 ans avant notre ère, en haute Mésopotamie et à partir du tournant du 3e millénaire dans le sud. Les objets identifiés comme lampes sont des coupes et des récipients ouverts, parfois à bord pincé ou à bec verseur. Elles étaient constituées de différents matériaux, argile mais aussi des métaux et parfois même de coquillages. On l'utilisait pour la mèche du lin ou de la plante molène que l'on trouvait en Syrie du Nord-Ouest et qui est attestée dans les sources cuniformes dès la fin du 3e millénaire. Alors nous nous concentrons ici de nouveau sur le palais de Marie au début du 2e millénaire, dont la documentation enregistre des quantités d'huile de sésame délivrées pour les lampes, nommées en akkadien Shat Nourim, littéralement celle de la lumière, ou Ishat Nourim, le feu de la lumière. Une lampe était fournie à chaque membre de la famille royale, notamment au roi, à la reine, mère, au prince, mais également aux invités de marque et au personnel du palais. D'autres lampes servaient à éclairer des zones administratives particulières du palais, comme les bâtiments situés à la porte principale ou les quartiers royaux. Une lampe pouvait aussi occasionnellement être fournie à des artisans afin qu'ils terminent une œuvre dans un endroit sombre, comme par exemple une peinture sur un mur. Les textes précisent que les quantités quotidiennes d'huile de sésame pour une lampe étaient d'environ 0,17 litres, 0,25 litres et exceptionnellement 0,33 litres. Mais alors la question c'est combien cela représente-t-il d'heures d'éclairage? Alors pour avoir une idée de cette durée d'éclairage associée à de telles quantités, nous avons fait appel cette fois à l'archéologie expérimentale et en particulier à une expérience moderne menée par Amira El-Rashidi et Daniel Schinder en 2015. À partir de lampes trouvées dans le site de Tel Kedesh en Galilée du Nord, datées de l'époque perse, 5e siècle avant notre ère, donc c'est beaucoup plus tard, c'est vrai, ils ont demandé à un potier moderne de reproduire deux types de grandes lampes, une lampe ouverte à bord pincé et une lampe de type globulaire fermée. Puis ils ont fait fonctionner ces lampes et observé en combien de temps les mèches de lin utilisées flambaient. En confrontant les résultats obtenus pour la lampe ouverte, qui semble-t-il a été utilisée aussi à Marie, avec les quantités d'huile de sésame dépensées pour les lampes dans nos textes, nous avons pu estimer une durée de combustion comprise entre 24 et 46 minutes par lampe, et donc par jour. Alors ces résultats nous ont beaucoup surpris. La durée de combustion estimée est bien plus courte que en fait, nous l'aurions pensé. Il ne faut donc pas imaginer des veillées interminables à la bougie, comme pourrait se le représenter dans le monde romain ou dans l'Europe médiévale. Une durée d'éclairage quotidienne d'un quart d'heure ou même d'une demi-heure suffisait pour se préparer à la nuit, en particulier après la fin du banquet du soir, dans la salle centrale. Chacun pouvait regagner ses appartements, si vous voulez, se préparer à dormir. Les rites de vie étaient en effet calqués sur le cycle naturel du jour et de la nuit, comme dans beaucoup d'ailleurs d'autres sociétés de l'Antiquité au XXe siècle. On se couchait à la tombée de la nuit pour se lever à l'aube. Les artisans qui œuvraient dans des endroits sombres, en revanche, bénéficiaient de plus importantes quantités d'huile afin de terminer leur travail. Donc c'est autre chose. Néanmoins, il faut rester prudent, bien sûr, parce que ce qu'on a pu expérimenter pour le palais de Marie, nous ne savons pas si on peut le généraliser à l'ensemble de la Mésopotamie. Alors comme troisième et dernière activité humaine nécessitant de l'huile de sésame, mais aussi du suif et de l'huile de poisson,
j'ai choisi donc le traitement du bois. Les graisses et les huiles peuvent en effet être utilisées pour limiter les risques de détérioration et de vieillissement prématuré du bois en saturant plus ou moins sa structure, ou pour améliorer sa résistance à l'eau et augmenter sa durabilité. Les lipides, en effet, hydrophobisent la surface du bois, réduisant ainsi sa dégradation causée par l'humidité. Alors pour interpréter les divers usages mentionnés dans les textes, il faut alors absolument avoir en tête un ensemble d'informations biochimiques que je vous livre ici, alors rassurez-vous, de façon décryptée. La propriété qui détermine la rapidité du processus de séchage d'une huile ou d'une graisse est liée en fait au degré d'insaturation des acides gras qui la composent. Cette caractéristique est généralement exprimée en termes d'indice d'iode. On revient à notre fameux indice d'iode qu'on a vu en introduction. Plus l'indice d'iode est élevé, plus la saturation est importante et donc plus le processus de séchage est rapide. Nous pouvons donc de nouveau ouvrir le Lipid Handbook de Gunstone. Alors que l'huile de sésame a un indice d'iode élevé, 104-120, entre 104 et 120, le saindoux et le suif de mouton ont un indice plus faible, respectivement entre 46-70 et 31-47, ce qui en fait des huiles dites non cicatives qui restent sur des surfaces telles que le cuir et d'autres matériaux et les maintiennent grasses pendant un certain temps. L'huile de poisson, issue des entrailles de poisson, possède en revanche un indice d'iode élevé entre 115 et 188 qui la fait sécher très rapidement au contact de l'air une fois qu'elle est enduite sur une surface. En outre, l'huile de sésame et surtout le suif ont une teneur élevée en acide oléique, ce qui en fait des lubrifiants efficaces. Alors bien entendu, c'est avec un regard empirique et pratique que les anciens Mésopotamiens ont été sensibilisés aux effets de ces propriétés et en ont fait usage à bon escient dans leurs activités. Mais je vous assure que ces informations biochimiques, un peu complexes, c'est vrai, offrent à l'historien des clés d'interprétation des textes qui décrivent souvent à minima ces différents usages. Le suif et l'huile en particulier, le suif et l'huile de sésame étaient en effet tous deux utilisés pour traiter le bois, mais il ne semble pas que ce soit dans le même but. À l'époque paléo-babylonienne, dans le premier quart du deuxième millénaire, donc, les quantités d'huile de sésame enregistrées dans les textes sont toujours destinées pour un objet en bois, sans que l'usage soit précisé, ou parfois plus explicitement pour l'onction, mot à mot, anapachage, d'un objet en bois, c'est-à-dire pour l'imprégnation du bois. L'huile de sésame imperméabilise en partie le bois et grâce à son effet antibactérien, le protège des moisissures. On en usait donc régulièrement d'huile de sésame, différentes structures en bois, des pièces de char, des portes, des engins militaires. Et le verbe akkadien mentionné, pachachum, signifiait oindre, comme l'hébreu machar, dans un sens profane, technique, ou sacré. Et il est parfois difficile de distinguer dans nos sources si l'onction des portes en bois d'un temple, par exemple, relève d'un entretien technique ou d'un rituel, ou bien des deux. Le suif, lui, était généralement délivré pour fabriquer ou entretenir un artefact avec des parties en bois. Ces opérations sont décrites avec un vocabulaire technique beaucoup plus large. Dans ce cas, le suif était quantifié en unités de poids et non en unités de capacité, comme l'huile de sésame, ce qui montre qu'on l'utilisait à l'état semi-liquide. Alors, il faut savoir que le suif fond à plus de 40 degrés, ce qui nécessitait donc de le conserver parce que le climat chaud et sec mésopotamien dépasse très souvent cette température. Des kilos de suif étaient, comme l'huile de sésame, utilisés par exemple pour des chars et des chariots en bois. Mais cette fois, la terminologie dans les textes n'est pas oindre, mais préparer, ce qui renvoie à une opération plus technique. On a vu que le suif séchait beaucoup moins vite que l'huile de sésame. On peut supposer que ces opérations, bien sûr, consistaient à graisser les axes de roue du char pour faciliter leur rotation. Le suif peut également avoir servi à graisser diverses hautes pièces des chariots, par exemple pour faire glisser des courroies ou pour faire tourner les arbres de joug des animaux, qui permettaient de tirer les chars, et de graisser différents mécanismes. Les quantités de suif utilisées dépendaient bien sûr de la taille du char et du nombre de roues ou de pièces de char à graisser, très variable au Proche-Orient ancien. Enfin, et nous devons l'avouer, nous avons découvert un usage qui nous était complètement inconnu. Le suif pouvait être utilisé dans la fabrication des arcs en bois. Alors il a fallu aller de nouveau au-delà de la simple interprétation philologique. Les textes administratifs de la ville de Marie enregistrent en effet des quantités de suif pour la fabrication d'arcs, dont certains sont qualifiés de sarirtum, considérés comme des arcs composites à bord recourbés, comme une moustache si vous voulez, c'est recourbé sur les côtés. Ils sont beaucoup plus puissants que les arbres classiques. Mais à quoi a pu servir le suif dans leur fabrication? Une lettre envoyée par le roi de Marie, un des administrateurs du palais, supervisant des artisans, nous donne quelques bribes d'informations.
Et vous pouvez mesurer ici quel est parfois le désarroi de l'historien face à un texte cassé en partie. Les arcs saritum qu'ils font avec le feu, c'est cassé, ils les plieront dans l'eau chaude, qu'ils, c'est cassé, les plieront, qu'ils les plieront dans un moule, c'est cassé, sis ariatum, qui dans l'eau chaude, c'est cassé, dans un moule, c'est cassé. Bon. Nous avons donc alors recherché des informations spécialisées dans le travail du bois et en particulier dans le travail des arcs, bien sûr, l'archerie, et découvert qu'il existait en fait deux méthodes traditionnelles de cintrage du bois utilisées encore aujourd'hui. Alors, la première consiste à immerger les pièces de bois, dont les arcs dans notre cas, dans de l'eau chaude et les laisser tremper pendant plusieurs heures. Le bois absorbe l'eau et se ramollit. Il peut ensuite être placé dans un moule qui lui donnera la forme souhaitée et va sécher et durcir en conservant sa forme. Cette méthode semble être clairement décrite dans la seconde partie de la lettre. L'autre méthode de cintrage ne nécessite pas d'immersion dans l'eau chaude et consiste à graisser la pointe de l'arc et la présenter à une source de chaleur, comme des charbons ardents par exemple, pour la courber lentement à la main. Dans ce processus, le suif qui imprègne le bois aide à diffuser la chaleur dans le bois plus rapidement et de manière plus homogène, pour qu'il soit plus malléable, si vous voulez. Il est fort probable que la première partie de la lettre fasse référence à ce procédé. Peut-être a-t-on réussi à interpréter en fait notre lettre incomplète. Le roi s'adresse à un responsable des artisans pour lui expliquer un changement de méthode dans le cintrage des arcs. Les fabricants d'arcs, qui courbaient habituellement les extrémités des arcs en les enduisant de suif et en les présentant vers une source de chaleur, doivent maintenant utiliser la méthode de l'immersion en eau chaude et du moule à forme. Alors, si notre interprétation, bien sûr, est bonne, outre l'intérêt des aspects techniques que cette lettre décrit, elle a son importance du point de vue de l'histoire sociale des techniques. Il s'agit quand même ni plus ni moins du roi qui informe ses propres artisans d'une innovation en archerie. Alors pour terminer, je me contente d'évoquer la mention de l'huile de poisson pour enduire les nombreux bateaux circulant sur les fleuves et les canaux de Mésopotamie. Cette huile de poisson était souvent mélangée à du bitume et elle servait uniquement, avec le bitume, au calfatage des bateaux. Un usage spécifique qui est attribué au fait, qu'elle soit hautement cicative, avec son indice d'iode élevé. Elle séchait très rapidement à l'air libre et pouvait ainsi rapidement imprégner le bois et durcir le bitume, permettant ainsi un calfatage optimal. Alors en conclusion, je vous ai invité donc dans le laboratoire mésopotamien pour vous montrer en particulier comment nous essayons de croiser les données et méthodes des sciences sociales, histoire, philologie, archéologie, ethnologie, avec celles des sciences naturelles, botanique, chimie, agronomie, sciences paléo-environnementales, etc. Au début de notre projet franco-allemand, nous avions commencé par considérer ces sciences naturelles comme des outils supplétifs, on pourrait dire, lorsque les approches en sciences sociales atteignaient leurs limites pour l'interprétation des sources historiques. Comme je vous l'ai montré, nous avons réussi, par exemple, à dépasser certaines difficultés philologiques ou à compléter l'étude des chaînes opératoires. Nous étions alors en terrain, on peut le dire, complètement inconnu. Il fallait d'une part comprendre la terminologie très technique utilisée par exemple dans les ouvrages et les articles de biologie et de chimie. Nous avons été aidés pour cela, heureusement, par des spécialistes. Et d'autre part, y repérer ce qui pouvait nous être utile. Léora Auslander a déclaré que les historiens sont par profession méfiants à l'égard des choses. Alors cette méfiance ne traduirait-elle pas justement cette peur de l'inconnu ? En tout cas, progressivement, il nous est apparu comme une évidence que ces connaissances sur les propriétés biologiques et chimiques des graisses animales et huiles végétales, aussi minimales fussent-elles, conditionnaient la façon même dont nous étudions et collectionnons nos sources. Et avec ce savoir théorique, nous avions en quelque sorte l'impression de nous rapprocher du savoir empirique des anciens. Alors non pas avec un regard anachronique et même téléologique, projetant nos catégories scientifiques modernes sur des réalités du passé, en cherchant à juger leur niveau technique, avec des remarques du type « Ah, mais ils connaissaient ça, mais ils ne connaissaient pas encore cela », mais plutôt avec un bagage scientifique, et je dis bien scientifique au sens large, suffisant et adapté pour faire face au silence des sources historiques, à tout ce que les anciens scribes n'ont par exemple pas noté sur les procédés techniques, car ils n'en voyaient pas l'utilité dans un contexte administratif et s'appuyer sur une transmission orale des savoir-faire. Combler des silences, interpréter des usages, expliquer des choix. Rassembler un ensemble de compétences interdisciplinaires pour faire face aux sources du passé produites, je le rappelle, il y a plus de 4000 ans.
Alors ce dialogue entre les sciences naturelles et sociales commence donc par une mise en commun de compétences et peut-être par une co-construction de questionnements nouveaux, car en fin de compte, il s'agit de bâtir un même projet, celui des sciences pour l'homme. Et je vous remercie pour votre attention. J'avais une question, merci Julie, sur la dimension pratique, en fait, comment on travaille au quotidien, c'est-à-dire les questions. Vous aviez des questions, vous établissiez un agenda, une pratique, parce qu'on a eu l'impression que les choses se passaient simplement et dans la collaboration, peut-être sur la. Il y a des cultures professionnelles qui sont différentes, des cultures disciplinaires qui sont très différentes. Donc comment se passait le dialogue interdisciplinaire au quotidien dans le cadre de ce projet collectif? Alors merci beaucoup Romain. Oui, c'est une très bonne question et qui sous-tend tout ce projet et qui a permis d'ailleurs à ce projet d'arriver bien à son terme. Alors du point de vue disciplinaire, il faut savoir qu'on était plus ou moins dans la même discipline parce que mes collègues sont aussi assyriologues, mais ont une culture, j'allais dire, germanique, si on peut dire, un peu différente. C'est-à-dire, on pourrait dire ça autrement, une approche des textes, vous en avez vu un petit peu des exemples ici, très philologique sur la terminologie, qui est très importante évidemment, parce que c'est comme ça qu'on approche aussi les textes. Et du côté français, on arrivait avec une approche peut-être plus d'histoire sociale, qui demandait à aller derrière les textes. Et c'est en combinant ces deux approches en fait qu'on a pu essayer d'aller plus loin en disant voilà, on arrive ici à des limites philologiques, terminologiques, etc. Comment je peux comprendre cet usage-là et cet usage-là? Et donc c'est devenu vraiment une évidence d'aller chercher les sciences naturelles. Qui n'a pas été évident, comme je vous disais, parce qu'il faut quand même ouvrir des ouvrages parfois compliqués. On a rencontré bien sûr des collègues. Quand je dis on ouvre des ouvrages, on a aussi bien sûr rentré en contact avec des collègues spécialistes de biochimie, d'agronomie, de paléo-environnemental, pour avoir des explications. Et ça s'est fait vraiment de façon naturelle. Et cette collaboration, pour souligner un point important aussi, s'est faite, j'allais dire, de manière constante, à travers une plateforme qu'on avait fait, une plateforme en ligne qu'on avait faite. Alors évidemment, on l'avait créée au départ, puisque Covid oblige, pour pouvoir continuer à travailler pendant la première année du projet en 2020, une plateforme collaborative dans laquelle on déposait non seulement les documents qu'on trouvait, on a fait une recherche de documents, de documentation cuniforme complètement énorme, mais en même temps, on se permettait évidemment des retours critiques de nos commentaires des textes, mais vraiment de façon très à l'aise entre nous. Ce qui ne se fait pas toujours dans le monde de la philologie. Hein. Une fois que quelqu'un a établi un texte, on n'ose pas du tout y toucher. Là, au contraire, on disait, mais là, je ne comprends pas ce que tu dis, je ne suis pas d'accord avec ta traduction, on peut faire ci, on peut faire ça. Et donc ça a vraiment désinhibé, j'allais dire, peut-être la frontière franco-allemande sur ce point de vue de la recherche, et ça a été vraiment très productif. Et par la suite, on a mis en commun aussi sur cette plateforme, évidemment, tout un tas de données des sciences naturelles et aussi ethnographiques, comme vous l'avez vu. Et à côté de ça, évidemment, on se rencontrait aussi physiquement, 3 fois par an, et lors de visio, 1 fois par mois. Donc c'était vraiment un travail continu, qu'on a alimenté de façon continue. Et c'est pour ça que je vous dis, ce travail, vraiment, je crédite tous les personnes du projet, quel que soit, qu'ils soient post-doc, pas post-doc, parce que ça a vraiment été un travail dans lequel, même dans l'écriture de l'ouvrage qu'on est en train de faire, on a un travail où tout le monde relie les parties de tout le monde, et c'est difficile d'attribuer un point à une personne plutôt qu'à une autre. Donc c'était, je trouve, une réussite, enfin du moins du point de vue humain, extrêmement importante. Merci Grégory, c'était vraiment passionnant. Je voulais te poser une question toute simple qui m'est inspirée par des textes qu'on a étudiés ensemble à une époque plutôt en lien aux mathématiques ou à l'astronomie, où on trouve, même si c'est difficile à interpréter, c'est comme en sanskrit, ce sont souvent des choses très... qui ne donnent souvent que quelques étapes, par exemple, d'un algorithme qu'on a à apprendre, qui sont des textes plutôt soit d'apprentissage, soit d'enseignement. Est-ce que vous avez eu la chance ou l'opportunité, ou est-ce qu'il existe dans les sources que vous avez utilisées, des choses qui peuvent s'interpréter comme des sources venues d'une sorte de contexte de formation professionnelle, finalement, dans lesquelles on décrit, parce que plusieurs fois tu as décrit des processus, est-ce que vous avez accès à une documentation qui vous permet de qualifier des gestes parce qu'ils faisaient l'objet de ce type d'écrit, donnant quelques étapes là, parce que c'est plutôt des documents administratifs, hein, ou bien des édits royaux que tu as cités. Est-ce qu'il y en a d'autres plutôt de cette nature? Merci Alain, c'est une très bonne question. Oui, non, malheureusement, dans tout ce qui est scolaire, les textes scolaires documentent très souvent de la littérature humaine acadienne ou des mathématiques, en effet, comme tu le disais.
Sur les usages techniques, il y a très peu de textes. Alors, dans les textes mathématiques, on a parfois des usages techniques où on explique comment on construit un grenier à grains, par exemple, un silo ou un récipient. Mais sur l'huile, malheureusement, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Les seules choses qu'on peut peut-être, associer à une activité savante, ce sont les listes lexicales. Alors, liste lexicale, c'est une sorte de genre qu'on trouve beaucoup en littéraire, on pourrait dire, qu'on trouve beaucoup en Mésopotamie, dans lequel on a une énonciation, une numération de différents objets, plantes, parfois lieux d'ailleurs, ou animaux, qu'on a souvent comparé à des sortes d'encyclopédies, c'est par exemple des encyclopédies, mais dans lequel il y a une sorte d'organisation du savoir, on va dire. Et dans les listes lexicales, on a des séquences qui nous donnent des listes d'huiles. Avec toute la complexité des huiles parfumées. Là, on a vraiment tous les parfums qui sont donnés dans ces huiles lexicales. Et donc, ces listes lexicales, je vais y arriver, étaient, elles, apprises en contexte souvent scolaire. Donc, voilà, pour répondre à la question, peut-être le lien qu'on pourrait faire, c'est par rapport à ces listes lexicales qui faisaient partie de l'organisation du savoir et qui pouvaient être mobilisées dans un apprentissage scolaire. Mais à part ça, sur les gestes et les techniques, on a très peu de documents uniformes qui nous décrivent des processus de technique, malheureusement. Merci Grégory pour cette conférence qui nous plonge quand même dans un monde qu'on adore en fait, hein, je trouve. Écoute, tu as dit au début qu'il se pose bien sûr la question, comme tout historien, de l'anachronisme. Hein. Donc si on regarde ces textes, comment on peut les comprendre, interpréter, etc. Et du coup, on couple cette problématique de l'anachronisme en historiographie, tout simplement, en archéologie, etc., avec des méthodes qui échappent, alors, ou peut-être pas, hein, à l'anachronisme, c'est-à-dire des sciences naturelles. Hein. Donc, la question de la lipidité, ou je ne sais pas comment on dit, hein, là, on prétend, n'est-ce pas, qu'à l'époque, c'était la même chose qu'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un danger de tomber dans la trappe, je ne sais pas comment on dit, de l'anachronisme des sciences naturelles, bien que en fait ça ne devrait pas exister parce que les sciences naturelles, ce sont des lois, les lois sont éternelles. Hein. Bon, ça c'est une question. Et la deuxième, c'était juste, est-ce qu'il y a des terrains, je ne sais pas, en Chine ou en Égypte par exemple, hein, à la même époque, où il y a aussi des équipes qui font des travaux aussi fascinants, couplant sciences naturelles, anachronisme ou pas, hein, voilà, comme toi et les collègues allemands ont fait. Merci Rainer. Alors, très très bonne remarque. Alors sur la question de la temporalité ou l'intemporalité des sciences naturelles, tu as raison. Alors là, l'anachronisme, en fait, on l'évite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait vraiment appel aux sciences naturelles pour essayer de comprendre les propriétés et caractéristiques des huiles qui permettaient de mieux comprendre leurs usages, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre l'huile de sésame, pour dire ça de façon simple, l'huile de sésame, quelles sont ses caractéristiques, pourquoi on peut l'utiliser, pourquoi on ne peut pas l'utiliser, pourquoi plutôt, par exemple, on était surpris que l'huile d'olive soit moins utilisée, parce qu'on a appris que l'huile de sésame avait exactement les mêmes propriétés. Et pourquoi on utilisait certaines graisses pour le bois, pas d'autres, etc., etc. Et donc là, en fait, tout ce qu'on avait dans nos textes, tous les usages qu'on a dans nos textes, il fallait qu'on les contextualise, qu'on en comprenne les objectifs, les buts, parce que, comme je dis, le texte administratif, c'est très laconique hein, comme texte, c'est très stéréotypé, il ne donne pas de détails, il dit juste tant de suifs pour la porte en bois. Et donc, il fallait qu'on arrive à comprendre ce qu'il y avait derrière, comme geste technique, éventuellement, mais surtout comme application technique. Et c'est là que les sciences naturelles nous ont aidés. Pour dire, attention, ce type d'huile, c'est pour ça ou pour ça. Et donc là, il n'y a pas de problème d'intemporalité, parce que l'huile de sésame de l'époque était la même que l'huile de sésame maintenant. Enfin, peut-être pas produite de la même façon, je ne veux pas m'avancer non plus. Il faut faire attention aussi, c'est vrai. Mais disons qu'on a une permanence quand même des caractéristiques des lipides et tout ce qui est oléagineux sur le temps. Et c'est là-dessus qu'on a réussi à mieux comprendre. Après, on a fait appel beaucoup à l'ethnographie aussi, comme vous l'avez pu le voir, hein, pour essayer de comprendre, pour les arcs par exemple, des choses comme ça. Et donc là, toujours c'est vrai qu'on est toujours très prudent quand on travaille sur ces textes d'il y a 4000 ans, parce que on n'arrivera jamais à se plonger complètement dans cette société-là. Mais il faut qu'on ait des outils pour nous aider à mieux interpréter les textes, à mieux comprendre
Et c'est plutôt là-dessus que ça nous a aidés, en fait. Mais le risque d'anachronisme est toujours là, et on en est conscient. Hein. On met souvent des guillemets à nos interprétations. Et alors, deuxième question, alors pour... oui, alors, évidemment, là, on s'est appuyé sur des études qui ont été gérées. Par exemple, l'huile d'olive, Jean-Pierre Brun a fait des choses fantastiques sur le monde méditerranéen, donc ça c'est bien connu. Sur des expériences de ce type même, c'est-à-dire liaison, on va dire, sciences naturelles et puis sciences sociales, il y a du côté d'Égypte, justement, avec Aline Batz, qui travaille beaucoup sur des procédés de conservation. Pardon ? Oui, et il va y avoir un colloque très bientôt qui va avoir lieu justement sur des questions sur la durée et sur le temps, et dans lequel on évoque évidemment sur la chronologie aussi des aspects qui sont des aspects pour pouvoir, j'allais dire, mesurer le temps, qui sont aussi des aspects des sciences naturelles. Donc là, il y a de plus en plus, je pense, de travaux, de recherche sur ces points-là. Et donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Bon, merci. Moi, je voulais quand même parler, vous êtes à l'école des sciences sociales, enfin, je voulais parler du côté social un petit peu de l'huile de sésame, parce qu'apparemment vous nous avez dit que l'utilisation est faite principalement par les rois, les gens importants, etc. Je voulais savoir, est-ce que bon, l'homme tout venant, enfin le peuple, si ça vous dit quelque chose, l'utilisait couramment, est-ce qu'il l'utilisait dans la nourriture, ou tout ça, aussi pour le parfum, pour tout ça. Bon, c'est cette question-là, est-ce que dans les textes vous avez... Merci pour votre question. Oui, tout à fait. Comme je vous le disais, on s'est beaucoup concentré sur tous les documents qui proviennent des temples et des palais, parce qu'ils sont surabondants par rapport aux autres, mais on a aussi des documents de la pratique, on a aussi des documents de résidence privée, et donc on peut aussi avoir des informations. Alors, j'ai surtout parlé des rois et des invités de marque pour la fin du 3e millénaire, parce que, comme je l'ai expliqué, l'huile de sésame est vraiment entrée dans un contexte palatial. C'est vraiment des rois qui ont une dynastie, qui ont décidé non seulement d'importer le sésame, mais ensuite après de le cultiver. Et donc c'est d'abord resté dans un milieu, j'allais dire, milieu des élites, hein, pour dire ça autrement, avec, je vous le disais, des cadeaux qui étaient des présents diplomatiques qui étaient donnés aux invités de marque, à la famille royale, etc. Donc là, c'est plus difficile à mesurer jusqu'où ça allait, j'allais dire, du côté du peuple, si on peut dire ça autrement. Au début du 2e millénaire, avec cette privatisation, on peut dire, de différentes techniques, et notamment donc du pressage de l'huile, et puis un changement de société, on a maintenant accès, enfin, je veux dire, tout un chacun avait accès aux presseurs d'huile, et tout un chacun allait faire presser son huile en donnant du sésame. Et là, on a des textes où on a des prêts d'argent pour aller faire presser de l'huile, par exemple. On a tout un tas de documentation. Donc, on a aussi des textes de listes de mobilier, de listes je cherche le terme, dans des maisons j'ai plus le terme, de listes, en tout cas d'objets de maisons dans lesquels, des inventaires. J'ai trouvé des inventaires en fait de maisons dans lesquels on a des jarres d'huile, des maisons de particuliers. Donc là, on sait que l'huile était vraiment, et même les parfums, étaient vraiment, on a même des lettres entre particuliers qui disent est-ce que tu peux envoyer du parfum, tel parfum. Donc on voyait que c'était vraiment démocratisé au début du 2e millénaire sans problème. Hein. Il y avait un type d'huile quand même, je vous dis, qui restait un petit peu à part, c'est peut-être l'huile de sésame pelée, où là on voit qu'il y a une technique particulière, et là c'est vraiment de l'huile de qualité qui était souvent réservée au roi. On a aussi de l'huile d'amande, j'en ai pas parlé, mais qui était importée et qui valait très très cher, et qui était aussi, qui restait alors là dans le milieu des élites. Oui. Mais pour répondre à votre question, l'huile était aussi bien répandue, beaucoup répandue aussi dans différentes strates sociales. Oui, vous disiez que 5% de l'huile était utilisée pour les repas, et donc dans l'alimentation, qu'est-ce qu'on utilisait comme matière grasse ? Alors, avant que l'huile soit introduite, on utilisait beaucoup de beurre. Par la suite encore, hein, mais avant c'était le beurre surtout, et par la suite encore. Et l'huile était utilisée surtout pour faire des sortes de pâtisseries en fait. Et on utilisait de l'huile, mais je vous dis, enfin, par rapport à la quantité d'huile globale qui était produite, il n'y avait que 5% qui servait pour l'alimentation. Après, c'était plutôt remplacé par le beurre, justement. Hein. Et c'était plutôt des pâtisseries, beaucoup de choses sucrées, dans lesquelles il y avait de l'orge, il y avait parfois des dattes, des différents types de fruits.
Et donc l'huile est utilisée pour faire des sortes de pâtes, en fait. Hein, et voilà. Mais on a peu de choses sur l'alimentation. Beaucoup moins qu'on aurait pensé, justement. Hein, on pensait vraiment avoir une moitié-moitié, onction, alimentation. L'alimentation, c'est vraiment en marge, on en a un peu, mais vraiment en marge. Et est-ce que dans l'Irak actuel, on utilise beaucoup l'huile de sésame? Oui, encore. Oui, oui. Alors, l'huile d'olive, bien sûr, est devenue importante, parce qu'il y a les importations et tout, mais il y a encore un peu d'huile de sésame, un import d'huile de sésame. Il y a des choses fascinantes. Par exemple, mon collègue Walter Salabaguer, allemand, m'expliquait le cas de ses collègues à l'université de Bagdad, qui lui racontait qu'elle a vu une amie qu'elle devait rencontrer un lundi, qu'elle n'a pas pu rencontrer parce qu'elle a passé sa journée à se soindre d'huile. Et apparemment, ça se fait encore à Bagdad, où les femmes régulièrement, j'ai du mal avec ce verbe soindre, pratiquent l'onction d'huile sur elles-mêmes pendant une journée. Et puis après, peuvent sortir. Et donc, ces pratiques d'onction sont quelque chose qui reste encore fortement ancré dans la société irakienne et syrienne d'ailleurs aussi, avec différents types d'huile, de graisse. On le pratique encore aujourd'hui, mais moins. On utilise des baumes. L'huile même, moins. Pour tout vous dire, on a expérimenté aussi avec mon collègue sur la peau différents types d'huile pour voir ce que ça faisait. C'est un côté agréable, c'est un côté vraiment agréable, pour voir si l'odeur reste, persiste. Et puis, tout simplement, cette atmosphère olfactive, je pense que c'est quelque chose de très important. Et on s'est rendu compte dans les temples qu'en fait, il y avait vraiment, on cherchait vraiment à ce qu'une odeur reste, soit mélangée avec différents types d'encens. Il y avait une sorte d'équilibre à trouver. Et c'est quelque chose qu'on a trouvé assez fascinant, auquel on n'aurait pas du tout pensé. Oui, merci Grégory. Tu évoquais parmi les ressources de l'interdisciplinarité l'archéologie expérimentale. Ça m'évoquait en histoire des sciences le courant qui a sollicité la réplication des expériences et qui, à mon sens, est un peu essoufflé, hein, qui a connu un peu son heure de gloire dans les années 90, au tournant du siècle, et qui a un peu montré ses limites, me semble-t-il. Et donc, je voulais voir, au-delà de l'exemple que tu as employé, quels sont les enjeux de cette archéologie expérimentale Oui, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que je pense que l'archéologie expérimentale, en fait, elle n'a jamais vraiment cessé d'être, d'une certaine manière, en fait, dans différents domaines. Elle continue toujours à être utilisée. Et parfois mauvais, parfois à bon escient. C'est vrai que là, par contre, le risque d'anachronisme parfois peut être fréquent. Il faut faire très attention. Mais c'est une très bonne question. Par exemple, nous, avec, je vous disais, la reconstruction de ces lampes à huile qui ont été faites par des collègues qui ont répliqué, alors là, pour le coup, des lampes qu'ils ont trouvées quand même dans un contexte proche-oriental ancien, 5e siècle avant Jésus-Christ, nous a semblé quand même être nous donner au moins une idée quantitative pour la durée de combien de temps une lampe pouvait durer. L'éclairage d'une lampe pouvait durer. Sinon, on n'aurait pas eu d'autres informations, c'était difficile à savoir. Et donc, je pense qu'il y a des moments, quand même, l'archéologie expérimentale peut donner certaines pistes. Après, on a même essayé nous-mêmes, par exemple, on peut essayer de voir comment réagit une statue en bronze, du bronze, avec tout simplement de l'huile parfumée. Est-ce que l'odeur va rester longtemps ou pas longtemps? On peut essayer de démontrer chimiquement aussi, bien sûr, c'est plus complexe, mais on peut aussi tester, j'allais dire. Et là, c'est des tests qui peuvent être intéressants, je pense. Après, je vous ai parlé des arcs, par exemple, et donc là, alors c'est pas vraiment pour le coup, je me suis vraiment renseigné du point de vue plutôt de l'ethnographie, ou du moins comment on pratique de façon traditionnelle l'archerie actuellement. Là, ça nous a beaucoup aidé, évidemment. Mais j'allais dire, l'archéologie expérimentale, c'est pas forcément à rejeter en bloc non plus, ça donne des éléments d'aide, d'outils. Voilà, il faut faire attention. Je pense que là-dessus, c'est difficile d'avoir un avis parce qu'à des moments, on est obligé d'y faire référence pour donner certaines idées, certaines impulsions. Et en même temps, on sait qu'il faut faire très attention puisqu'on reproduit certainement des choses pas avec les mêmes gestes, pas avec les mêmes outils. Ça avait été le problème justement que tu évoques, notamment pour l'histoire des sciences et techniques. Ouais. Si j'ai bien compris, le recours à la chimie organique a été fait pour établir les propriétés générales de ce type d'huile par rapport
à d'autres. Mais vous n'avez pas pu le confronter à des artefacts directement qui auraient pu imprégner ces huiles, parce que c'est une chose que nous, archéologues en France, on peut faire, parce que le mobilier peut être transporté dans les laboratoires, mais là, je crois que c'est un problème. Tout à fait. Ça, c'est une chose qu'on avait inscrite dans notre projet au départ, hein, les études paléobotaniques, hein, par rapport aux résidus qui restent dans les jarres. C'était quelque chose, évidemment, qui faisait aussi un lien très fort et qui était, à mon avis, nécessaire aussi. Et là, c'est pour deux raisons principales. La première raison, c'est que, évidemment, tous ces artefacts-là se trouvent dans les pays du Proche-Orient et on ne peut pas, bien sûr, les amener pour les analyser dans les laboratoires européens. Très souvent, là-bas, on ne peut pas amener le matériel sur place non plus parce que c'est des matériels assez sophistiqués. Et malheureusement, mais ça commence à changer, malheureusement, du côté de Bagdad, de Mossoul et puis en Syrie auparavant, il n'y a pas d'équipement encore assez perfectionné là-bas. Donc on avait réussi à trouver un corpus de jarres du début du deuxième millénaire qui provenait de la ville d'Uruk, qu'on a réussi à trouver, qui se trouve à Heidelberg. Donc là, c'était pratique, c'était à Heidelberg. On pouvait faire venir à Munich pour le faire étudier dans le laboratoire du professeur Philippe Stockhammer. Et tout était prévu, et 2 semaines après, le laboratoire a brûlé. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de chance. On n'a pas eu du tout d'études paléobotaniques, et c'est ça vraiment qui manque. Peut-être au projet, c'est ça qui manque. Avec un petit bémol quand même, parce que ce collègue-là, Philippe Stockhammer, nous avait expliqué que en fait, quand on étudie ces résidus d'huile, très souvent, on s'aperçoit qu'il y a des résidus, on peut dire que c'est des lipides, mais on ne peut pas dire de quelle huile ça provient. Au mieux, on peut dire qu'il y a une différence entre c'est animal ou végétal, et encore des fois c'est dur, mais très souvent, une fois, on peut dire qu'il y a eu des lipides, mais c'est tout ce qu'on peut dire. On ne peut pas dire si c'est huile de sésame, huile d'olive, huile d'amande, c'est difficile aussi. Donc peut-être que les analyses elles-mêmes n'auraient pas... alors que par exemple, pour tout ce qui est céréales, c'est complètement autre chose. Pour les céréales, on peut vraiment dire, voilà, c'est de l'orge, c'est du blé, c'est différents types de céréales. Là c'est difficile, ouais, malheureusement. Ouais. Merci. Merci.